Bonjour à toutes et à tous. Lors des chroniques précédentes, nous avons vu qu'il convenait de réfuter le PIB, tout au moins celui calculé selon la méthode imposée par l'oligocratie croissanciste en tant qu'indicateur significatif de la bonne santé de l'économie. Ensuite, nous avons introduit l'idée que la comptabilité incomplète et fallacieuse, voire inexistante, de la société industrielle, livrée par ses gestionnaires à ses administrés, c'est-à-dire à nous, les citoyens de base, cette comptabilité incomplète devait être rectifiée, voire carrément réécrite, à partir de zéro, notamment en y intégrant un certain nombre de comptes de charges de différentes natures que nous allons successivement étudier. Alors, ce que nous pouvons dire en préambule, et avant d'aller plus en avant dans le détail de cette réécriture comptable, c'est que l'imputation de ces charges cachées changerait radicalement l'aspect des comptabilités nationales et, par voie de conséquence, les conclusions à en tirer sur la rentabilité des collectivités croissancistes, c'est-à-dire finalement sur la viabilité du méga-système économique planétaire auquel nous sommes tous conviés à contribuer. Dit en termes plus simples, ce qu'il faudra retenir des développements qui vont suivre, c'est qu'une comptabilité sincère et probante de la société industrielle croissanciste, une comptabilité qui prendrait en compte, ou bien qui serait obligée de le faire, par exemple sous la contrainte citoyenne, qui prendrait en compte l'ensemble de ces charges cachées, eh bien cette comptabilité montrerait que le processus économique de la société de la croissance, ce processus, il est globalement et irrémédiablement déficitaire. Alors, nous allons voir tout d'abord la première catégorie, la plus déterminante d'ailleurs, de ces charges cachées. Ce sont les charges créées par la diminution du stock de ce que nous avons dénommé les RNF, c'est-à-dire les ressources naturelles finies, carburant essentiel et fondamental de la société de la croissance, les ressources naturelles finies, les RNF. Nous avons déjà indiqué précédemment que dans le calcul du PIB, les coûts des matières premières étaient comptabilisés uniquement pour le montant de leurs frais d'extraction et de transport, additionnés des marges financières des différents intervenants de la filière, et qu'il en résultait que leur valeur intrinsèque était comptée pour zéro, notamment en vertu du principe selon lequel la dot naturelle de la nature aurait été léguée gratuitement à l'homme pour qu'il en profite seul et de façon illimitée. Alors, nous mettrons de côté, dans le cadre de cette chronique spécifique, le débat sur la valeur du principe de droit à prédation illimitée de l'espèce humaine sur la dot terrestre. Et nous ne considérerons volontairement que l'aspect de sa comptabilisation au sein du processus industriel de production qu'il a entrepris, que l'espèce humaine a entrepris. De ce point de vue, et si nous considérons que le seul et véritable problème qui nous est posé, c'est celui de déterminer si la société industrielle considérée en tant qu'entreprise, si cette société industrielle génère du déficit ou génère du bénéfice, il est impératif de comptabiliser à sa juste valeur la dot terrestre, c'est-à-dire le stock de RNF qu'elle se propose d'utiliser pour les besoins de son activité. C'est ainsi que nous avons été amenés à définir un concept nouveau, celui de valeur intrinsèque des ressources naturelles finies. Concept que j'ai déjà introduit et utilisé lors de la chronique précédente, mais dont nous allons maintenant étudier plus complètement le mode de calcul proposé. Ce qui nous permettra d'imputer, donc, à leur juste valeur, les RNF utilisés par la société industrielle dans son processus de production. Parce que, pour déterminer le coût exact, le coût réel de la matière première, il convient de ne pas s'en tenir aux différents coûts
que nous avons déjà nommés, c'est-à-dire les frais d'extraction, les frais de transport, et les frais des différents intervenants de la filière, sans oublier la marge commerciale de celui qui s'en est attribué autoritairement la propriété initiale, ensemble de coûts regroupés sous le sigle CA, coût d'achat. Mais il convient d'y ajouter le coût intrinsèque de la ressource elle-même, que nous appellerons CI, coût intrinsèque, c'est-à-dire finalement la valeur de l'apport en capital de l'associé nature. Nous avons vu, c'est le concept d'associé nature dans la chronique précédente, valeur de l'apport en capital qui constitue objectivement et d'un point de vue comptable une dette irrémédiable ne pouvant être soldée que par la restitution à l'associé de son apport initial ou de son équivalent en un bien ou une monnaie à déterminer. Mais pour pouvoir comptabiliser ce coût intrinsèque, encore faut-il auparavant procéder à son évaluation, ce qui n'est pas chose aisée dans la mesure où aucune doctrine économique classique ne s'est encore attachée à procéder à ce type d'évaluation. Nous entendons naturellement par doctrine classique le schéma mécaniste dominant qui considère le processus économique comme un simple flux et sa mesure comme une simple soustraction arithmétique de ce qui sort et de ce qui entre dans la méga-machine de production. Le schéma bioéconomique hétérodoxe, non dominant, inspiré notamment des thèses de Nicolas Georgescu-Roegen dont nous avons déjà parlé, ce schéma bioéconomique considère, lui, le processus économique sous un œil différent, car il y introduit certaines données biologiques dans sa modélisation économique, telles que le mode de constitution des hydrocarbures, par exemple. De ce point de vue bioéconomique, l'économie ne serait donc pas une construction mécanique extérieure à l'homme, elle serait l'homme lui-même, en tant qu'élément biologique, faisant partie de la nature et au même titre que les ressources naturelles, font partie de l'écorce terrestre qu'il, lui, l'homme, utilise, que l'homme utilise dans son processus de production. Ainsi, et toujours de ce point de vue, lorsque l'homme prélève des ressources naturelles finies, il prélève sur lui-même. Et lorsqu'il les épuise, il s'épuise lui-même. Mais alors, de quelle façon pouvons-nous chiffrer cela? Eh bien, l'idée que nous avons retenue pour établir cette évaluation, c'est de considérer l'augmentation de quantité de richesse générée par la consommation d'une unité globale donnée de ressources naturelles finies, une unité globale donnée de RNF, au cours de sa transformation thermo-industrielle. Alors, sachant que le chiffre de cette augmentation de richesse peut nous être donné assez facilement, précisément par le PIB, il suffira alors d'établir le rapport entre l'accroissement du PIB sur une période donnée et la quantité de RNF utilisée sur la même période. Accroissement du PIB, quantité de RNF prélevée. Alors, le tableau que voici récapitule par période décennale le cumul des PIB mondiaux et le cumul de la consommation des RNF mondiales, le terme RNF étant l'équivalent au terme anglo-saxon de DMC, Domestic Material Consumption. Ce tableau va nous permettre d'évaluer la valeur intrinsèque de la tonne de RNF selon la formule coût intrinsèque CI d'une tonne de RNF égale variation de PIB diminuée par la tonne consommée, par le nombre de tonnes consommées. Ainsi, nous voyons qu'entre 1910 et 1920, nous avons consommé 80 milliards de tonnes de RNF et généré 27 000 milliards de PIB. Entre 1950 et 1960, par exemple,
nous avons consommé 160 milliards de tonnes de RNF et généré 53 000 milliards d'euros de PIB. Et dernière période étudiée, entre 2000 et 2010, pour une consommation de 800 milliards de tonnes de RNF, nous avons généré 740 000 milliards d'euros de PIB. Alors, nous voyons qu'un PIB annuel mondial théorique sans utilisation, ou pratiquement sans utilisation de ressources naturelles finies, peut être évalué sur la base du PIB avant le début de la civilisation industrielle, ici supposée en 1900. Nous avons également indiqué qu'elle pouvait être, la date de début pouvait être fixée à 1850, c'est-à-dire environ 2000 milliards d'euros, ce qui représente d'ailleurs environ le PIB actuel de la France. Alors, la projection de ces données sous forme graphique donne ceci. La courbe rouge étant l'augmentation et la variation du PIB, et la courbe noire, l'augmentation du prélèvement des ressources naturelles finies. Donc, de cette étude de courbe, nous pouvons tirer deux enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il existe une symétrie quasi parfaite entre la courbe noire, représentant l'évolution de la consommation de RNF, et la courbe rouge, représentant l'évolution de du chiffrage du PIB. Cette corrélation ou couplage, en langage économique, nous amène à la conclusion que la consubstantialité, voire la causalité de l'augmentation du PIB avec l'augmentation de la consommation des ressources naturelles finies est hautement probable. À ce propos, il est intéressant de noter qu'un certain nombre d'économistes actuels caressent le mythe du découplage de ces deux données. C'est-à-dire qu'ils rêvent d'une possible continuation de l'augmentation du PIB parallèlement à une diminution de la consommation des ressources naturelles finies, mythe que Nicolas Janzekow-Roegen n'avait d'ailleurs même pas répertorié dans son fameux catalogue des mythes économiques, tant il paraît relever de la pure utopie. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce graphique, c'est que sur la période du dernier siècle écoulé, l'augmentation cumulée du PIB mondial est égale à 1 782 000 milliards d'euros moins 2 000 milliards d'euros, donc 1 780 000 milliards d'euros. Ces 1 782 000 milliards d'euros représente le cumul du PIB au terme des 100 ans, et 2 000 milliards d'euros représente le PIB de l'année de départ. Cette accumulation de PIB, elle a été générée par l'utilisation de 2 750 milliards de tonnes de ressources naturelles finies. Cette quantité de 2 750 milliards de tonnes de RNF a été extraite, elle a été prélevée de l'écorce terrestre, et elle représente donc une diminution de stock que nous devrions comptabiliser en charge, compte numéro 603 du plan comptable général, à l'intérieur du compte d'exploitation de la société industrielle, si nous étions chargés de le tenir. À partir de là, il ne nous reste donc plus qu'à évaluer la valeur de la tonne intrinsèque de ressources naturelles finies, en monnaie courante, pour pouvoir chiffrer le montant de cette charge. Le principe d'évaluation retenu étant celui de considérer que la valeur de cette tonne est égale à l'augmentation de quantité de richesse qu'elle a générée au cours de sa transformation thermo-industrielle. La formule s'écrirait alors ainsi. 1 780 000 milliards d'euros divisé par 2 750 milliards de tonnes égale 647 euros. Afin de mieux illustrer notre propos, nous appliquerons le résultat de ce calcul au cas de la France. Notre pays consomme actuellement 800 millions de tonnes de RNF par an. La valeur intrinsèque du stock consommé
annuellement serait donc 800 millions multiplié par 647 égale 517 milliards d'euros. 517 milliards d'euros. Dans une comptabilité nationale tenue de façon sincère et probante, la France devrait donc porter en charge une variation de stock négative de 517 milliards d'euros par an dans son compte d'exploitation et par voie de conséquence diminuer d'autant la valeur de son PIB. Par ailleurs, ce montant de 517 milliards d'euros annuels, résultat de la valorisation de la tonne de RNF à un instant donné, disons, à ce jour, pour fixer les esprits, ce montant, il a vocation à être réévalué chaque année, compte tenu du caractère de raréfaction croissante des différentes catégories de ressources naturelles finies et par voie de conséquence de l'accroissement de leur valeur spéculative, puisque nous restons dans la logique financière de la société capitaliste. Ce point, il a déjà été évoqué lors de ma chronique sur le mirage du PIB, intitulée « Le mirage du PIB », mais il revêt ce point également toute son acuité dans le cadre de l'établissement du compte d'exploitation de la société industrielle croissance 6, donc de la détermination de son résultat positif, bénéfice, ou négatif, déficit. Mais cette diminution du stock de RNF ne constitue pas la seule charge volontairement oubliée par la comptabilité oligocratique, même si elle en est le maillon le plus important et le plus symptomatique, maillon de la longue chaîne des artifices comptables élaborés par les gestionnaires de la société industrielle croissanciste. Car il nous faut maintenant entreprendre l'énumération de toutes les autres charges cachées, car il y en a d'autres. Toujours en nous basant sur l'exemple de la France, pour mieux illustrer notre propos, et nous continuerons tout d'abord par les charges cachées liées à la déperdition des déchets organiques. Les chiffres de l'INSEE, les chiffres de 2013, pour le coût de la gestion des déchets, indiquent, toujours pour la France, 12,6 milliards d'euros pour les eaux usées, 16,6 milliards d'euros pour les déchets ménagers et industriels et 0,6 milliards d'euros pour les déchets radioactifs. Nous relèverons tout de suite que le chiffre de 0,6 milliards d'euros pour la gestion des déchets radioactifs est ridiculement bas, mais nous étudierons ce point plus loin dans la rubrique des charges relevant des provisions pour maintenance de l'industrie nucléaire. La deuxième remarque qui nous occupera dans ce chapitre, c'est que ces chiffres, nonobstant leur caractère spécifiquement discutable, ne prennent pas en compte la formidable déperdition générée par l'évacuation des matières organiques humaines via le réseau d'égouts et ne prend pas en compte non plus les déchets alimentaires, cette déperdition, via les services d'enlèvement. Concrètement, il s'agit de 30 millions de tonnes de matières fécales par an qui ne seront pas restituées à la terre agricole sous forme d'amendement, alors que c'était leur vocation naturelle et leur destination avant l'avènement de la société industrielle croissanciste. Pour ce qui concerne les déchets alimentaires, c'est pas moins de 350 millions de tonnes par an qui ne seront pas restituées à la terre, en dépit des dérisoires expériences de compostage de quartiers tenant plus du folklore groupusculaire que de la mobilisation nationale. Cet énorme déficit en apport de matière organique vers les sols arables, lié indubitablement à l'avènement de la société industrielle, est déjà d'ailleurs pressenti par Karl Marx lui-même comme un effet pervers possible de l'industrialisation capitaliste. Eh bien, cet énorme déficit est une des causes de la diminution
de la teneur des sols arables en humus et par voie de conséquence de leur perte de fertilité, dont nous allons reparler en détail plus tard, et qui constitue sans doute l'externalité négative la plus dramatique du processus de production de la société industrielle avant même le réchauffement climatique. La valeur de ces 380 millions de tonnes pour la France de matière organique cumulée peut être chiffrée à 16 milliards d'euros en appliquant les cours actuels du marché des fertilisants. Il conviendrait donc de comptabiliser cette perte sèche annuelle directement liée au mode de vie de la société industrielle, de la comptabiliser en charges exceptionnelles diverses, compte numéro 6788 du plan comptable général, charges pouvant être libellées plus précisément en tant que perte exceptionnelle sur ressources organiques renouvelables. Perte exceptionnelle sur ressources organiques renouvelables. Alors, voyons maintenant une autre catégorie de charges cachées. Ce sont les charges créées par la régénération qu'il va falloir entreprendre, la régénération des sols arables. Car indépendamment du déficit en apport de ce type de matière organique, la fertilité globale des sols arables est plus que menacée par les pratiques agricoles de la société industrielle croissancière. Cette question sera étudiée très en détail lors de plusieurs chroniques qui vont suivre, qui traiteront de l'impasse alimentaire. Mais il convient d'ores et déjà, d'un point de vue comptable, strictement comptable, de chiffrer le coût de régénération des sols qui sont maintenant proches de la stérilité, à cause de la conduite intensive et industrielle de l'agriculture. Afin de pouvoir régénérer ces sols appauvris, d'importants travaux biomécaniques, seront généralement à prévoir, tels des sous-solages en profondeur pour établir le drainage des terres compactées par les tracteurs puissants, complétés par des binages de surface pour faire lever les mauvaises herbes, suivi de l'implantation de prairies temporaires ou de couvertures légumineuses, etc. Cette période de reconversion devra nécessairement s'accompagner d'une période de non-rentabilité commerciale des sols, c'est-à-dire d'une période de latence, puisque celui-ci ne sera travaillé que pour son propre intérêt biologique et non pour l'intérêt pécuniaire de l'agriculteur. Délai de latence qui pourra s'étaler sur 5 ans, qui s'étalera sur 5 ans dans le cas d'un sol très abîmé. Le coût financier de ces travaux nécessaires, ainsi que la prise en compte du manque à gagner de cette période de latence, devrait d'ores et déjà être inscrit dans les comptes de la société industrielle au titre de provision pour régénération de la composante naturelle des sols arables. Compte 6876, compte 6876 du plan comptable général, dotation aux provisions pour dépréciation exceptionnelle. Cette provision devrait naturellement être ajustée chaque année en fonction des travaux de remise en état, entrepris ou pas au cours de l'exercice. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons raisonnablement affirmer que ces travaux de remise en état sont négligeables si nous considérons les surfaces en conversion réellement bio. Nous y reviendrons. En termes chiffrés, la reconversion d'un hectare peut être estimée à 8 000 €. 8 000 € par hectare. Répartis en 1 000 € de manque à gagner de latence sur 5 ans, 1000 multiplié par 5, et 3 000 € de travaux et fournitures biomécaniques. Appliqué aux 30 millions d'hectares arables français, ce coût s'élèverait donc à 240 milliards d'euros que nous pourrions, d'un point de vue comptable, lisser sur 10 ans en inscrivant en comptabilité une provision de 24 milliards d'euros par an. Quatrième poste de charge cachée.
les charges cachées créées par les dégâts de la pollution. Alors, la pollution est indissociablement liée à la société industrielle croissanciste. Et même si d'un point de vue environnemental, elle peut être limitée par des innovations technologiques, mais d'un point de vue physique, par contre, elle est rendue inéluctable par la simple application de la deuxième loi de la thermodynamique, car ainsi que le note Nicolas Georgescu-Roegen. L'indique Nicolas Georgescu-Roegen dans son ouvrage Energy and Economic Misses. Les arguments procédant de la croyance en une activité industrielle libre de toute pollution sont un mythe. Mais il nous faut distinguer et séparer plusieurs types de pollution. Alors, il y a tout d'abord la pollution atmosphérique. Dans l'esprit du grand public, la pollution concerne surtout la qualité de l'air ambiant que nous respirons et les dépenses liées à son assainissement sont d'ailleurs comptabilisées par l'INSEE pour 4 milliards d'euros. En France, toujours. Ce chiffre est naturellement une insulte à la vérité, alors que les dépenses de santé liées aux maladies provoquées par la pollution atmosphérique sont évaluées à 95 milliards d'euros, selon le rapport d'une commission d'enquête sénatoriale datant du 15 juillet 2015. Alors, il y a ensuite la pollution agricole. Car la pollution ne concerne pas que l'air. Elle concerne au premier chef les ravages de l'agriculture sur les sols cultivables et les ravages de l'agriculture sur les aliments que nous ingérons. Nous avons déjà parlé de la défertilisation des sols, ravage sur les sols, mais il faut ajouter, au titre cette fois de la pollution proprement dite, leur empoisonnement durable par les agents toxiques contenus dans les pesticides, fongicides, herbicides et autres produits phytosanitaires de synthèse. Pour ce qui, phytosanitaire, c'est un euphémisme. Pour ce qui concerne les aliments produits par l'agriculture industrielle, les dégâts sont encore plus graves, car ils concernent, tout comme l'air ambiant, ils concernent tout simplement la santé humaine. Ainsi, à l'accumulation des substances toxiques s'ajoutent les manipulations génétiques, ou même tout simplement les sélections et croisements qui aboutissent désormais à la production d'une variété de végétaux alimentaires très éloignés des races anciennes et qui déroutent l'organisme humain. Face, par exemple, à ces nouvelles races de céréales ou de légumes, notre corps ne s'y reconnaît plus, d'où l'apparition de plus en plus fréquente de ce qu'on appelle, de ce qu'on a appelé intolérance, troubles et dysfonctionnements divers, suite à l'ingestion d'aliments, aliments pourtant constitutifs de notre alimentation depuis l'Antiquité. Mais aujourd'hui, il y a des intolérances. Le coût financier du traitement des maladies provoquées directement ou indirectement par les produits de l'agriculture chimique et de l'industrie alimentaire en général, ce coût est naturellement impossible à chiffrer, mais de nombreuses études estiment qu'il pourrait atteindre près de 50% des dépenses de santé, soit 120 milliards d'euros, puisque les dépenses de santé en France sont estimées à 240 milliards d'euros par an. Si l'on y incorpore les troubles causés par le stress de la vie quotidienne, directement générés lui aussi par le process de la société industrielle croissanciste, il est à noter que le coût total, le coût total estimé de ces deux pollutions, la pollution atmosphérique et la pollution agricole, c'est-à-dire 215 milliards d'euros d'après les chiffres que nous avons avancés. Ce coût est déjà comptabilisé dans les comptes de l'État. Si nous incluons les comptes de la sécurité sociale dans les comptes du budget général, au titre des dépenses de santé, elles ne pourraient donc pas faire l'objet d'une réintégration comptable au sens strict dans le cadre de l'établissement d'un compte d'exploitation sincère et probant. A contrario, cette somme pourrait être considérée comme un gain annuel futur pour une civilisation désindustrialisée, ce qui est un élément positif d'espoir.
Notre critique portera donc uniquement sur l'intitulé de ces sommes, qui devraient figurer en coût humain de la société industrielle, illustrant ainsi les dégâts de notre mode de vie sur l'espèce humaine, alors que leur intitulé en dépenses de santé laisse à penser que cette même société industrielle améliore la santé de l'espèce, alors que c'est en réalité très exactement le contraire. Nous aurons l'occasion de développer ce point très important dans les chroniques ultérieures que je consacrerai à l'impasse sanitaire. Alors, voyons maintenant d'autres charges cachées. Ce sont les charges cachées liées à la maintenance de l'industrie nucléaire. Nous avons vu tout à l'heure qu'une somme dérisoire de 0,6 milliard d'euros était inclus dans les comptes de l'État au titre de la gestion des déchets nucléaires. Il est bien évident que cette somme ne prend pas en compte la réalité du danger nucléaire et que l'inscription d'une provision annuelle substantielle en poste de charge, cette inscription comptable s'impose afin de pallier le financement des accidents putatifs de cette industrie particulièrement dangereuse. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, qu'on ne peut pas taxer d'être antinucléaire, bien au contraire. L'IRSN, dans une étude parue le 6 novembre 2012, a estimé le coût d'un accident nucléaire majeur en France à 500 milliards d'euros. Il paraît donc équitable de prévoir une dotation aux provisions annuelle de 50 milliards d'euros pour couvrir une période de 10 ans en termes de probabilité de risque. Voici pour les risques d'accident nucléaire. Maintenant reste le problème plus quotidien et plus concret du coût des démantèlements qui vont bientôt commencer pour les centrales les plus anciennes et qui n'est pas pris en compte dans le budget étatique. Les estimations de ces coûts, les estimations peuvent varier du simple au décuple, selon que nous nous basions sur les chiffres officiels, 15 milliards d'euros, ou sur ceux des contestataires de type sortir du nucléaire, négawatts, 150 milliards d'euros. Un chiffrage moyen tournerait donc autour de 70 milliards d'euros, qui pourraient, ces 70 milliards d'euros, être imputés à raison de 7 milliards d'euros par an pour un horizon décennal de début des travaux. Alors, récapitulons l'ensemble de ces charges cachées que nous avons identifiées et qu'il conviendrait de réintégrer dans la comptabilité nationale. Qu'il conviendrait de réintégrer d'un point de vue comptable et dans la perspective de l'établissement d'un compte d'exploitation sincère et probant. Nous aurions donc, en variation de stock des ressources naturelles finies, 517 milliards d'euros par an. En perte exceptionnelle sur ressources organiques renouvelables, 16 milliards d'euros. En provision pour régénération de la composante naturelle des sols arables, 24 milliards d'euros. En provision pour risque nucléaire, 50 milliards d'euros. Et en provision pour démantèlement nucléaire, 7 milliards pour coût de démantèlement nucléaire, 7 milliards d'euros, soit 614 milliards d'euros. Alors, en première analyse, il apparaît que ce montant de charges cachées devrait apparaître dans le calcul du PIB, au titre des consommations intermédiaires, parce que nous avons vu que le PIB, c'est la valeur de la production moins les consommations intermédiaires, pour ce qui concerne la variation de stock des RNF, d'une part, et au titre des autres consommations externes, d'autre part, ce qui aurait pour effet immédiat de ramener le PIB à 1480 PIB de la France, à 1486 milliards d'euros, au lieu des 2100 milliards d'euros du PIB actuel. Ce PIB réel
aurait l'avantage de tenir compte de l'ensemble des externalités négatives de la société industrielle, ce que ne fait pas le PIB actuel. Mais en termes plus rigoureusement comptables, et c'est bien ça qui nous intéresse en fin de compte, dans le cadre de notre étude, le résultat annuel d'exploitation de la seule société industrielle française subirait donc un déficit caché de 614 milliards d'euros, venant naturellement s'ajouter au déficit avoué de l'État, qui était de 50 milliards d'euros, chiffre avant Covid. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement, ce qui porterait le déficit annuel brut réel de la société France à 664 milliards d'euros par an, ce déficit ne pouvant que s'aggraver compte tenu de ce que nous avons dit sur la tendance à la hausse des charges de variation de stock au fur et à mesure que les années s'écoulent. Une autre façon de fixer les esprits serait de considérer que le déficit cumulé de la seule économie française à ce jour d'aujourd'hui, mais depuis la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire depuis 1975 ou depuis 45 ans, et en tenant compte uniquement des charges annuelles de variation de stock de ressources naturelles finies, dont nous avons indiqué que c'était l'élément principal de création du déficit, s'élèverait donc à 517 milliards d'euros multipliés par 45 ans, c'est-à-dire 23 265 milliards d'euros, soit environ un tiers du PIB mondial. Tous ces chiffres se passent naturellement de commentaires, mais nous amènent à envisager une optique toute différente de la présentation des comptes de la société industrielle croissanciste et à demander instamment aux maîtres du pouvoir d'adopter un type de comptabilité sincère, probante et lisible dans le cadre d'une prospective à court terme. Et j'ajouterai pour terminer que ce type de revendication trancherait avec les revendications habituelles des soi-disant contestataires de la société de la croissance qui, la plupart du temps, ne font porter leurs contestations que sur des externalités certes regrettables, mais bien loin de l'essentiel et bien loin des causes profondes du problème posé. C'est ce type de comptabilité que nous proposerons, que je vous proposerai dans la prochaine chronique intitulée « Comptabilité de flux versus comptabilité de stock ».